Mesdames et messieurs, bienvenue donc à Sceaux pour cette 7e édition des entretiens de Sceaux. Merci à vous d'être présents. Ces entretiens de Sceaux sont donc co-organisés par la ville et puis évidemment par la VUF et par la conférence de projet de la vallée scientifique de la Bièvre. On voit des mouvements contradictoires, puisqu'on voit émerger effectivement de nouveaux campus, et particulièrement sur ce territoire francilien, sous différentes formes, mais également en région. Et puis, la pandémie est arrivée, le premier confinement, l'explosion du distanciel, donc des cours à distance, même après le deuxième confinement, ce qui nous amène à nous réinterroger aussi sur la place du campus et des interrogations qui vont un petit peu plus loin aussi sur peut-être des lieux où on apprend en dehors des établissements d'enseignement supérieur. L'étudiant d'aujourd'hui et encore plus l'étudiant de demain étudiera un peu n'importe où, n'importe quand. Il y a un travail collaboratif entre les élus locaux et puis les responsables des établissements d'enseignement supérieur pour que l'université, en définitive, se développe, certes sur les campus, mais en dehors des campus, dans la ville, sachant quand même qu'on a néanmoins des publics universitaires de plus en plus mobiles dans leur parcours, mobiles dans leur vie, bien sûr, mais mobiles parfois dans la semaine, ce qui laisse quand même un certain nombre d'interrogations sur la présence effective, durable et continue des étudiants sur notre territoire et aussi leur implication dans la cité. L'université Paris-Saclay est très étendue puisqu'elle couvre 27 communes. Ce sont 10 composantes universitaires, 2 universités membres associées que sont l'université d'Évry et l'université de Versailles-Saint-Quentin, 4 grandes écoles, 7 organismes de recherche, environ 48 000 étudiants, 230 laboratoires de recherche et il se dit que l'université Paris-Saclay représente 13% de la recherche française. Le classement de Shanghai n'est qu'une conséquence de ce travail d'intégration pleine et entière de l'ensemble des acteurs de Paris-Saclay. Donc c'est un modèle novateur et au-delà de la construction donc juridique et philosophique de notre établissement, cela a des conséquences concrètes en matière d'aménagement du territoire et d'innovation. Dans les aménagements, tout d'abord, nous portons une attention toute particulière à l'ouverture de nos campus. De nombreux lieux permettent à des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, des citoyens de se rencontrer et d'échanger autour de projets communs. C'est le cas, par exemple, d'un lieu qui s'intitule le Design Spot, qui est un centre de design de l'université Paris-Saclay et qui accueille des publics issus de l'école de la seconde chance. Le nouveau quartier de Corbeville accueillera 1500 logements familiaux ainsi que des logements étudiants, des activités et des commerces. Dans ce même quartier, l'université Paris-Saclay construit un nouveau complexe universitaire omnisport, ouvert. On pourrait bien sûr citer plein d'autres lieux, nos différents Fab Labs, nos incubateurs, certains laboratoires présents sur le territoire, ou encore nos bibliothèques. Donc ces lieux, comme je le disais, sont des lieux d'innovation. Le rapprochement entre la recherche, la formation, les entreprises, les citoyens qui s'y opèrent est loin d'être étranger à cette innovation. C'est cette philosophie-là qui a conduit à la création du cluster technologique Paris-Saclay, qu'à l'université, nous avons à cœur de décliner sur tous nos campus. Alors vous avez peut-être entendu parler du site Henri Moissan à Gif-sur-Yvette, le nouvel écrin de la faculté de pharmacie, de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux et de master de biologie et de chimie. Ce pôle a été conçu de façon à faciliter les liens entre formation, recherche, entreprise, mais aussi les interactions entre les différentes disciplines et aussi avec le territoire. C'est ce modèle qui fonctionne. L'université Paris-Saclay est un acteur majeur de l'innovation, vous le savez. Pour autant, l'innovation, c'est aussi prendre notre place avec nos étudiants et nos enseignants-chercheurs dans la société. On a maintenant un module obligatoire de développement durable pour tous les étudiants de L2 et bien sûr pour tous les étudiants de demain. Nous proposons également depuis 2 ans un module pour lutter contre la désinformation. C'est sur ce territoire qu'on teste souvent des solutions innovantes imaginées par nos laboratoires de recherche. Par exemple, en matière d'agriculture durable et de biotechnologie ou de smart farming, la ferme expérimentale du Moulon mène actuellement des travaux en génétique végétale et contractualise avec
des agriculteurs locaux. Enfin, le lien avec les territoires et en particulier avec les villes est une composante essentielle de l'attractivité des campus universitaires. Il est essentiel de construire des campus bien desservis par les transports et c'est un sujet extrêmement délicat aujourd'hui, vous le savez, mais aussi les commerces, les restaurants, les bars, tout cela est important, les cinémas, la culture. Donc c'est bien là tout l'enjeu des villes universitaires. Quand on dit Paris-Saclay, on pense évidemment par définition à Saclay, mais il se trouve que Paris-Saclay, c'est très fortement présent dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne, et sur le Val-de-Marne, singulièrement à Cachan, mais surtout au travers de la santé. C'est un point qui est souvent rappelé par votre présidente de Paris-Saclay, l'ancienne et la nouvelle. On a une annonce faite par Matignon en tout début de semaine et extrêmement attendue. C'est la confirmation, l'affirmation par l'État au travers cette AMI d'une volonté d'accompagner de façon significative l'innovation en matière d'oncologie, adossé à un vaisseau amiral que tout le monde connaît, l'Institut Gustave Roussy, un autre vaisseau amiral Paris-Saclay. Et donc l'enjeu, c'est d'innover là aussi en matière urbaine, de trouver ce chemin de crête entre la concentration et la ville. Sur un sujet comme ça, aux caractéristiques nationales et internationales, les localités, les communes ont joué un rôle majeur pour construire, avec la vallée scientifique de la Bièvre, un écosystème de pensée où on n'est pas en concurrence les uns des autres, mais en coopération, où on est en construction de liaison avec les besoins universitaires, les besoins hospitaliers. La vallée scientifique de la Bièvre a accompagné et rendu possible le portage d'une intuition, puis intuition devenue projet, puis devenant réalité au travers le Paris-Saclay Cancer Cluster. On finit sur les chapeaux de roue avec cette annonce de Matignon. C'était un beau cadeau de Noël à la vallée scientifique de la Bièvre, aux universitaires, aux chercheurs, à nos médecins. Alors moi je suis d'une école de commerce, une école de management du Havre, créée en 1871 et qui porte le nom de EM Normandie. Donc on porte les couleurs de notre région un petit peu partout, avec aujourd'hui 6000, 6500 étudiants qui sont répartis donc sur les 6 campus. 3 campus qui sont en France, donc le Havre, le point de départ, Caen, Paris, un campus à Oxford, un campus à Dublin, celui de Dubaï, et puis pour la prochaine rentrée, très certainement, un nouveau campus aussi à Ho Chi Minh, et dans 2 ans, un campus quelque part sur le continent américain. L'alternance professionnelle, c'est 30% de nos effectifs. Donc c'est certainement pour nous, dans cet environnement qui est très changeant à cause de la digitalisation, le premier facteur d'ancrage d'un étudiant sur un campus. Une fois diplômé, on conserve 40% de nos étudiants en région. Aujourd'hui, 100% de nos espaces d'apprentissage sont des espaces qui sont connectés, qui sont donc en capacité de communiquer les uns avec les autres. Et ce qu'on essaye de faire, on n'y est pas encore, mais en tout cas c'est un objectif, avec l'ouverture en fait sur différents territoires, en France et à l'étranger, d'être une école qui puisse fonctionner 24 heures sur 24. Les étudiants veulent une certaine flexibilité dans l'enseignement qu'on peut leur proposer. Pourquoi ? Parce que leur vie est comme ça. Leur vie est variée, leur vie elle est riche, elle est diversifiée. Et comme en plus nous on suggère de plus en plus et on développe de plus en plus l'alternance professionnelle, ça crée de la mobilité. Je suis inscrit à l'EM Normandie à Paris. Pour autant, je vais faire une alternance à Marseille. Je n'ai pas envie de payer un logement pour une semaine par mois. J'ai envie que vous me proposiez un dispositif qui me permette de suivre mes formations à distance. On est aussi dans des schémas où on va avatariser nos enseignants. L'enseignant peut construire des messages pédagogiques très facilement grâce à son avatar. Il peut le faire en 1, 2, 3, 40 langues différentes. L'hologramme, c'est le sortir de l'écran pour maintenir le plus possible en fait, le lien de communication, puisqu'on va être face à une personne qui peut bouger, de façon encore limitée, mais qui peut bouger un petit peu, pour pouvoir communiquer avec ses étudiants, même s'il est à des milliers de kilomètres. On ne se transforme pas à cause de la technologie. Il faut que la pédagogie reste la clé d'entrée de tous nos choix.
tout ce qui va faire la vie entre les enseignants et les étudiants, c'est quelque chose qui est humain, c'est vraiment de la présence. Et donc on est aussi convaincu qu'un apprentissage de qualité se fait dans du face-à-face, dans du présentiel, et que notre métier aujourd'hui est de savoir conjuguer en fait la puissance du présentiel avec d'autres situations. Pour autant, par cette digitalisation, on abandonne la formation de masse. C'est la formation qui s'adapte à l'individu. On sort l'étudiant d'une posture d'écoute à une posture d'étudiant engagé, avec sur les campus des choses qui le font venir. Par exemple, la vie associative dans les écoles comme la nôtre est très forte, avec des espaces qui sont adaptés, comme des Fab Labs. On a à peu près une petite centaine de créations d'entreprises tous les ans, un incubateur. Donc tous ces lieux permettent aux étudiants en fait, de s'exprimer. La vie sur le campus reste pour nous un point très important d'ancrage sur nos territoires. On a besoin des collectivités, on a besoin des entreprises pour l'alternance. Derrière tout ça, il y a un long processus de changement aussi, de s'adapter, d'adapter les enseignants à ces nouvelles pratiques pédagogiques, aux nouvelles technologies. Donc ce n'est pas des choses qui se font comme ça d'un claquement de doigts en quelques mois ou même aux 2 ans qu'on a passé, mais ça nous prend, en tout cas nous on a un projet qui est sur 5 ans de transformation totale de ces espaces d'apprentissage, de la place du campus dans son environnement. Nantes Université, c'est un EPE, établissement public expérimental, qui se substitue à l'Université de Nantes et dont l'originalité est de faire alliance avec un certain nombre d'acteurs qui existent et qui préexistent et qui perdurent. C'est le CHU, c'est un lien très fort avec l'INSERM, c'est un lien avec une grande école d'ingénieurs, Centrale Nantes, un institut d'innovation et de technologie, là pour le coup, l'institut IRT Jules Verne. Puis c'est un lien avec la culture et les sciences humaines, ce qui est aussi assez original, avec l'école d'art et l'école d'architecture. Au total, Nantes Université, c'est à peu près aujourd'hui 45 000 personnes. En tout, plus de 40 000 étudiants, presque 5 000 personnels, avec à peu près 430 000 mètres carrés de surface de plancher, à peu près 90 hectares de foncier, et puis 130 bâtiments, dont 80% appartiennent à l'État, dont une quinzaine sont d'autres collectivités, et puis on a de la location, et puis on a quelques biens propres, à savoir 4 bâtiments. On est sur 3 grands sites majeurs, donc Nantes et agglomération, Saint-Nazaire, et puis La Roche-sur-Yon, et on est assez étalé sur le territoire nantais, sur un grand axe nord-sud. La logique de financement, c'est aussi une façon de faire de la ville. Le contrat de plan État-région, c'est un enjeu très très fort de l'explicitation de nos besoins, bien entendu, qui pose la question de l'engagement du territoire. Bien entendu, le plan de relance, mais aussi une particularité à Nantes. Vous savez que le projet de Notre-Dame-des-Landes, ayant été abandonné par le gouvernement, a donné l'occasion à Nantes, en fait, de signer un contrat d'avenir comme étant une espèce de compensation de ce projet. On est candidat à la dévolution du patrimoine, c'est-à-dire à la propriété entière de nos fonciers et de nos bâtiments. Je sais que c'est pas la posture de tout le monde sur la dévolution, loin de là, mais il y a un enjeu très important et on est vraiment attendu sur place pour devenir acteur plein et entier du territoire. Je vais vous donner 2 exemples. L'accompagnement d'un déplacement qui a été le plus gros permis de construire déposé en France. Donc le CHU se déplace au sud de l'île de Nantes. Et nous, on accompagne ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien historique, d'ailleurs défini dans la création des CHU en 58, sur le lien soins, formation, recherche. Avec une grande originalité, c'est qu'on rapproche les formations paramédicales dépendant du CHU et de la région de nos formations initiales et tout au long de la vie santé, mais aussi avec le Crous, avec un parking souterrain qui sera piloté par la SMOA. Et on est ici dans la création d'une nouvelle ville dans la ville, puisque à horizon 2030, il y aura 12 000 étudiants sur ce site. Un autre objet, sur une échelle plus petite, bien sûr, mais sur un enjeu urbain extrêmement important et intéressant, c'est la question du campus technologique à Saint-Nazaire. On est sur 2 sites actuellement, et puis là, on est sur un regroupement des formations dans un site qui s'appelle Alex. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, justement,
On peut travailler avec une agence d'urbanisme, avec l'opérateur urbain, en l'occurrence l'agence de développement de la région nazérienne, qui travaille pour la Carène, pour l'agglomération de Saint-Nazaire, et comment finalement ça fait sens, ces projets urbains, en lien bien entendu avec le Crous, mais en discussion permanente avec les enjeux territoriaux de la Carène, qui construit à cet endroit-là un campus bien plus ouvert et bien plus important, avec des éléments de la chambre de commerce, avec des éléments aussi industriels, donc avec des enjeux très forts, et comment on fait sens avec tout ça. C'est répondre aux enjeux académiques de la formation et de la recherche, ça c'est absolument essentiel. C'est reconnaître et faire reconnaître l'enjeu de la connaissance et de la transmission. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a quand même toujours cet enjeu de service public, toujours cet enjeu de faire comprendre ce que c'est que l'université aujourd'hui, l'ouverture, les données ouvertes, mais la science et l'éducation ouverte, voire aller plus loin dans les problématiques de sciences participatives. Et puis aussi, bien entendu, cette question, mais qui fait débat. Comment on transmet? Est-ce qu'on transmet seulement en visio? Est-ce que finalement, ou en avatar? Pourquoi pas, mais pas que. Et donc, rencontrer, voir, échanger, parler, c'est le propre de la pédagogie. Donc, comment on continue à faire ça aujourd'hui? Et puis, c'est quoi être une ville moyenne dans la grande ville? C'est être un grand compte. C'est avoir une évaluation socio-économique tout le temps positive. Nous tous, universitaires, on est entre 10 et 15% de la population. Donc, on est sur des enjeux très très forts de l'implication urbaine, avec l'immense nouveauté j'allais dire qu'on découvre, mais malheureusement, mais sauf qu'on y était alerté quand même depuis 50 ans sur les changements de paradigme que sont les problématiques climatiques et énergétiques. Et du coup, c'est quoi faire citoyenneté ensemble? C'est faire commun en responsabilité, et là, il y a un enjeu très très fort. C'est très intéressant d'avoir des campus qui sont extrêmement ouverts. Nous, on a les entreprises qui aujourd'hui savent plus vraiment comment faire et comment manager aussi ces jeunes publics qui arrivent et qui ont l'habitude de travailler à des heures différentes, avec des outils différents. Et les entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à accueillir et motiver. Il y a des gens qui me disent « mais j'en peux plus, j'arrive pas à fidéliser pour 3 €, ils partent dans une autre entreprise, qualité de vie au travail, RSE, ok, mais ça ne suffit pas. » Assez souvent avant, quand même, l'étudiant cherchait telle grande entreprise, vous savez, grande enseigne internationale. Waouh, c'est plus vrai. Hein. Dans les demandes, dans les recherches d'alternance, elles n'ont plus la cote. Et donc, ils ont des envies très différentes. Ce qui les motive n'est plus forcément un bulletin de salaire, n'est plus forcément une marque, mais c'est surtout comment ils vont vivre et comment ils vont s'exprimer par rapport à leur référentiel de valeur dans une entreprise. Donc oui, c'est vrai que ça change et ça perturbe tous les services de recrutement. Peut-être aussi, il faut voir que si un étudiant fait 2-3 contrats, c'est peut-être qu'il a aussi envie de découvrir le monde professionnel. Il n'arrive pas tout frais dans le monde professionnel, c'est qu'il a l'opportunité d'aller tester, d'aller chercher une expertise, peut-être que ça ne va pas lui plaire, donc il va aller modifier son cursus. Aujourd'hui, on peut modifier son cursus, aller vers d'autres fonctionnalités, etc. Il faut peut-être les écouter un peu aussi et de voir comment on peut répondre à ces étudiants, parce que les étudiants, en effet, c'est l'ADN économique d'un territoire. Sur le logement, sur le transport, sur des choses comme ça, la restauration, l'accès aux soins, c'est les premières choses que ces étudiants demandent avant tout. Et si on répond à ces enjeux, on devient attractif. Et donc tout est gagnant, parce que si on est attractif, c'est bon pour les entreprises aussi. Donc voilà, c'est juste notre intention. On est vraiment face à une inversion du marché du travail. Vous avez sans doute suivi les manifestations aux États-Unis qui datent maintenant d'il y a 2 ans, où les salariés sortent de leurs entreprises de façon tout à fait volontariste pour trouver mieux et des emplois qui répondent à leur recherche de sens, hein, donc changement de paradigme aussi. Sans doute que la période Covid a été un accélérateur de ces exigences, mais elles étaient en germe depuis longtemps et les 30-35 ans n'ont plus le même comportement sur le marché du travail. Et c'est assez normal. Si ces générations ont la possibilité de choisir et ont compris des modèles alternatifs, pourquoi ne les exigeraient-ils pas de leurs employeurs ? Donc c'est aussi aux employeurs de comprendre, de décoder les exigences dans la mesure du possible, bien sûr. Mais je crois qu'il faut aussi suivre et écouter ces personnes jeunes et pas que les étudiants. Ça va au-delà de ça et c'est vraiment une tendance internationale très marquée. Il y a un mot que je n'ai pas entendu ou peu, c'est le mot campus des métiers et des qualifications.
Je pense que c'est un outil sous-utilisé à l'heure actuelle, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, puisqu'on a les centres d'excellence maintenant qui se montent au niveau européen. Donc j'avais une question là-dessus. Et sur le distanciel, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, ma fille était à l'UVSQ en passe. Elle a 0 cours en présentiel. C'est juste catastrophique. Et on est obligé de payer 6 000 € par an une prépa privée pour qu'elle ait un lien humain. C'est triste. Vous avez sûrement entendu aussi les propos de la ministre, c'est donner la priorité au présentiel, hein, pour qu'on ne se laisse pas aller pour des questions de business model ou pour des questions de facilité ou de confort à aller vers le tout distanciel. Donc on est très très attentif à ce sujet parce qu'on souhaite éduquer et former des citoyens. Et on forme des citoyens quand on crée du lien aussi, et du lien ancré sur un sol existant. Et pour que Madame soit tout à fait satisfaite, les CMQ sont des vrais sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont travaillés dans les universités et au-delà, à Saclay et en France. À Cachan, depuis le départ de l'ENS, les nouvelles écoles arrivent. On souhaite que ce soit un campus urbain où la ville soit dans le campus dans la ville, que ce soit un nouveau quartier de la ville. 43% de la population a moins de 30 ans dans notre ville. Donc il faut louper personne, il faut vraiment aller de l'avant et profiter justement de ces nouveaux campus pour essayer de tirer toute la ville vers le haut. On réouvre 5500 m² d'espace de vie pour les étudiants. Donc ça va apporter un véritable lieu de vie sur ce campus et sur cette zone. Et nous, on est très très heureux que les étudiants arrivent en plus grand nombre à Cachan, parce qu'ils vont avoir un très bel endroit pour vivre. Ça sera ouvert de 7h à 22h, du lundi au samedi inclus. Donc c'est vraiment quelque chose qui transforme notre participation, notre présence au sein de la ville. Le bien-être de l'étudiant, c'est aussi le logement étudiant, et tous les acteurs se réunissent, dans la mesure du possible en tout cas, via des OTLE. Donc je vous invite tous à ces observatoires territoriaux du logement étudiant, qui sont pilotés par la Fédération nationale des agences d'urbanisme, parce que ça permet d'identifier les besoins, ça permet de comprendre ce qu'on peut faire ensemble pour répondre à ces besoins fondamentaux des étudiants. Tout comme on a eu le mouvement des villes nouvelles dans les années 70-80, même un petit peu avant, à l'heure de la sobriété écologique et des nouveaux défis de transition, on pourrait peut-être avoir quelque chose de vraiment innovant où les collectivités céderaient peut-être de manière expérimentale, sur un ou deux endroits en France. Ça nécessiterait un accompagnement national, la quasi-maîtrise des compétences aux établissements d'enseignement supérieur pour façonner de nouveaux quartiers, de nouveaux lieux de vie dans une ville ou à l'échelle de l'intercommunalité, vu qu'on voit de plus en plus d'intercommunalités, via la compétence du PLUI, se saisir des questions de vie de campus. Je pense que le défi mériterait d'être tenté. Voilà. Aujourd'hui, il y a des crises de vocation, mais c'est une crise potentielle aussi de nos formations. Des jeunes qui cherchent à donner du sens à leur formation pour être plus en accord avec leurs valeurs, des valeurs qui ont évolué. Et l'innovation, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui, à mon sens, elle est plus là que dans les éléments de programme dits innovants. C'est-à-dire qu'on peut bien mettre des Fab Labs, des Learning Labs. À mon sens, l'innovation, elle est plus à chercher dans l'offre universitaire et dans l'expérience universitaire dans son territoire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça m'a fait un peu réagir, mais j'ai l'impression qu'on a été plusieurs ici à réagir à votre présentation, que vous avez dit il faut sortir de la formation de base pour aller vers l'individu. Je comprends l'idée, mais en même temps, je ne suis pas complètement d'accord, parce que faire attention aux individus, je suis d'accord, faire attention aux personnes, aux étudiants, au personnel universitaire, au territoire, c'est important, mais à mon avis, plus dans le registre du collectif. C'est ça qu'on recherche quand on va à l'université. En tout cas, à mon sens, l'expérience universitaire ou l'expérience étudiante, c'est la rencontre, c'est la vie collective, c'est de rencontrer d'autres personnes dans la formation qu'on suit, mais aussi dans les autres formations. Cette ouverture vers le monde, c'est ça l'université. Dans l'université, il y a univers. C'est vrai pour nos étudiants, mais c'est vrai aussi pour les doctorants. Le tout distanciel a été un moment très dur pour eux. Hier, j'ai lu une lettre dans un journal rédigé par les doctorants du laboratoire qui s'appelle Passerelle. Et une des premières phrases, c'était la thèse, c'est un travail individuel et c'est devenu un travail solitaire pendant cette période. Et c'était une demande de retour dans les locaux, parce qu'en fait, c'est aussi ça la recherche, c'est la rencontre et la discussion non prévue,
dans le campus, et je pense que ça, on y est tous tout à fait sensibles. Je voulais remercier nos intervenants, vous tous présents, et remercier les deux fidèles, François Rio et François Le Chédère. Et je vous donne rendez-vous à nos prochains entretiens. C'était passionnant, on resterait encore des heures. Bonne journée à tous.